Du riz made in Pisaï à Réau dans la Sicile, une expérience en vue grâce à l'appui de la coopération allemande. Le chemin pour y parvenir, 32 hectares de bas-fonds rizicoles aménagés au profit de 320 producteurs pour une production de riz envisagée de 134 tonnes. De l'improvisation au théâtre, les jouteurs ont franchi le pas. Ceux qui se font appeler ainsi militent pour un nouveau mode d'expression sur les planches, baptisé Ligue d'improvisation de théâtre. Le concept met en scène deux groupes d'acteurs en compétition avec le public dans le rôle du jury. Dossier à suivre dans ce journal. Et puis, déni de justice ou stricte application de la loi. Aux États-Unis, l'acquittement de George Zimmerman divise l'opinion. Pour la justice américaine, il a abattu Trayvon Martin en état de légitime défense. Mais la décision passe mal au sein de l'opinion qui estime qu'elle a accordé l'impunité à un crime raciste. Madame, Messieurs, bonsoir. Abdoulaye Bathily est le nouveau chef adjoint de la mission des Nations Unies au Mali. Avant de prendre fonction la semaine prochaine à Bamako, le diplomate onusien est venu rencontrer le dimanche le président du Faso, médiateur de la CEDEAO pour la crise malienne. Un détour Ouagalère pour prendre conseil et remettre un message du président Macky Sall à son homologue burkinabé. Abdoulaye Bathily s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Salinana. J'ai tenu à venir rencontrer le président du Faso, porteur d'un message du président Macky Sall à son ami et frère, le président Compaoré. Le président Compaoré, comme vous le savez, est le médiateur de la crise malienne. Il a joué un rôle très important depuis le début de ce processus et je suis venu auprès de lui pour prendre des conseils, des avis, des suggestions utiles à ma mission, parce que je vais m'installer très prochainement à Bamako. En tant que représentant adjoint en chef de la mission, je m'occuperai principalement des affaires politiques. Et donc, vous voyez donc ma tâche s'inscrit dans la perspective de ce qui est déjà entrepris par le médiateur. La crise malienne, justement, comme étude de cas sur la sécurité dans la sous-région, une formation de 48 heures que viennent d'achever les commandants d'unité de la gendarmerie nationale. À ces 45 officiers et sous-officiers supérieurs des provinces du Burkina, il a aussi été enseigné la vigilance pour vaincre le grand banditisme et l'incivisme. En un mot, l'insécurité à l'intérieur et hors de nos frontières. Reportage Ismaël Djuloma Sirima et Nyakiteda. Venus des 45 provinces du Burkina, ces commandants d'escadron et des compagnies de gendarmerie ont, au cours de ce séminaire, traité des questions de la mauvaise interprétation et de la non-compréhension de certaines décisions par les populations. Ils ont également évoqué les nouveaux enjeux qui se dressent à eux. La crise au Mali a affecté la sécurité dans la région et plus particulièrement le Burkina. Il est apparu donc pour le commandement de la gendarmerie d'outiller son personnel de commandement de proximité afin que ces phénomènes soient bien connus dans leur nature et dans leur forme de manifestation. C'est le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité qui a présidé la clôture de cette rencontre. Jérôme Bougma salue le travail déjà effectué par les hommes en bleu et il promet que les autorités veilleront à résoudre les problèmes d'équipement et d'effectifs de la gendarmerie nationale. Mais d'ici là, la vigilance doit être de mise. Nous devons travailler à lutter avec le grand banditisme qui a pris de l'ampleur notamment à l'Est. Nous devons également relever le défi de l'incivisme. Voir comment, face à ces comportements, quelle est la meilleure attitude. Parce qu'il y a dedans des gens qui ne comprennent pas aussi les règles. Comme il y en a aussi qui instrumentalisent ces comportements-là pour, en réalité, nuire à nos populations. Nous devons donc inventer de nouvelles méthodes et de nouvelles approches pour pouvoir vaincre l'incivisme, pour pouvoir vaincre l'insécurité d'une manière générale. Ce séminaire s'inscrit dans la vision du renforcement du professionnalisme des personnels de la gendarmerie. Et ces commandants d'unité devront à leur tour répercuter les connaissances acquises à leurs subordonnés.
Les médias d'État, à travers le Synatic, s'apprêtent à engager un sitting le mardi prochain au ministère de la Communication pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Interrogé sur la question, Luc Adolphe Tchao dit être ouvert au dialogue et à la concertation afin de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés au niveau des médias. Propos recueillis par Maxime Zongo. Je comprends tout à fait leur réaction. Même si je pense qu'on pouvait continuer le dialogue tout en négociant. Vous savez très bien que j'ai mis en place une commission qui travaille avec la CEP justement pour apporter des solutions à l'amélioration donc des conditions de vie, des conditions de travail et l'accompagnement des médias publics et privés. Et cette commission est en train de travailler et j'attends les résultats. Vous savez également que suite à ma visite à la télévision nationale de Burkina Faso, j'ai également demandé qu'on m'envoie donc les rapports donc de la situation. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. Moi, j'estime que, en tout cas, j'attends pour voir et simplement rassurer les journalistes que je souhaite que nous puissions garder le dialogue et je m'investirai avec tous les membres du gouvernement pour apporter une solution à leur situation que je comprends parfaitement. Se faire mieux connaître est l'ambition affichée par le FAFPA. La décentralisation envisagée exige du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage une démarche en direction des collectivités territoriales en vue de l'émergence de dispositifs locaux de formation professionnelle au profit des jeunes. Karim Patrick Namouanou. Extirper les jeunes des griffes du chômage en leur offrant la formation et l'apprentissage de métiers. Voici l'une des options stratégiques du gouvernement burkinabé. Seul, il ne peut parvenir à bout de ce fléau. Désormais, le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi appelle à la rescousse les conseillers régionaux et municipaux de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, du centre et du centre-sud. En ciblant les conseillers régionaux, nous sommes sûrs que l'information, ils vont servir de relais pour que l'information soit répercutée au niveau déconcentré et décentralisé. Alors quand on parle de FAFPA, c'est cet outil-là qui est venu en fait donner un accompagnement au volet formation professionnelle qui est très très important dans un département en charge de la jeunesse frappée de plein fouet par le chômage. Parce que la formation professionnelle, ce que ça va nous apporter, c'est quoi? C'est un peu ce collectif-là, l'adéquation formation-emploi. Ça va apporter ce collectif-là. Ça va aussi accroître l'employabilité et l'auto-emploi des jeunes. Sous la bienveillance des responsables du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, ces élus locaux seront outillés pour mieux orienter les jeunes de leurs localités respectives. Cela passera par l'appropriation des créneaux porteurs d'emploi de chaque région représentée, par le montage des projets collectifs de formation et par les plans de formation entreprise. À ce jour, 20 000 personnes issues des entreprises, des organisations et associations professionnelles auraient bénéficié des interventions du FAFPA. Avec l'implication des conseillers municipaux et régionaux, ce nombre pourrait croître au bénéfice des jeunes en quête d'emploi. Le riz s'introduit dans les pratiques culturelles de Pisaï, une localité située à 25 km de Léo, dans la Sicile. La coopération allemande vient d'offrir à la localité son premier bas-fond risicole, 32 hectares aménagés, mis à la disposition de plus de 320 producteurs pour une production attendue de 134 tonnes de riz. Le compte-rendu est de Nathalie Savadougou. La population de Pisaï en fête. Et pour cause, elle vient d'acquérir officiellement son premier bas-fond risicole. D'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA, ce bas-fond s'étend sur une superficie de 32 hectares. Sur les 321 producteurs qui y travaillent, figurent 264 femmes. Une production qui va contribuer à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. On est satisfait, donc si d'ici l'année prochaine on pourrait ajouter les parcelles pour que d'autres personnes, ceux qui n'ont pas eu leur parcelle, pour que ces personnes aussi puissent avoir leur part. Le choix de cette localité par le programme d'aménagement de bas-fond dans le sud-ouest et la Sicile n'est pas fortuit. Le village de Pisaï a été identifié parce que le potentiel existe. La volonté des populations à adhérer au modèle du gouvernement d'accroître la production agricole à travers l'agriculture irriguée était une évidence. Aussi cette façon naturelle que nous avons donc retenu le bas-fond de Pisaï. Aujourd'hui, nous sommes tous heureux de constater que les 28 hectares aménagés
sont au stade levé. Les autorités burkinabées invitent les bénéficiaires à bien entretenir le bas-fond. Une réalisation qui est le fruit de la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et le Burkina Faso. Il s'agit là d'une dimension très importante déjà pour que nos producteurs puissent tirer des revenus additionnels en diversifiant leurs sources d'activité. Parce que vous savez, ici, le riz dans ce village n'était pas pratiqué. C'est avec ce site-là que nous allons effectivement voir du riz s'introduire dans la pratique au quotidien donc, de cette localité. La production attendue pour cette année est de 134 tonnes en raison de 4,8 tonnes à l'hectare. Pour la gestion du bas-fond, il est prévu l'élaboration d'un cahier des charges qui va préciser les engagements des parties. À cette cérémonie, des prix composés d'engrais, de bottes, des fossiles ont été décernés aux meilleurs producteurs des bas-fonds aménagés par le PAPSO. La BAD remplace le PNUD à la présidence de la Troïka. La continuité et la recherche de performance à travers le dialogue vont guider les actions de la nouvelle présidente dans les relations entre les partenaires techniques et financiers et l'État burkinabé. La passation des témoins est intervenue hier au cours d'un cocktail. Moussaki Yolande Lompo pour le compte-rendu. Ginette Nzao Mouteta, représentante de la Banque africaine de développement BAD, est la nouvelle présidente de la Troïka, une association des partenaires techniques et financiers du Burkina. Elle remplace ainsi à ce poste Pascal Carrero du Programme des Nations Unies pour le développement. Sa priorité, assurer la continuité et la recherche de la performance de cette structure. On compte vraiment faire en sorte que le dialogue soit de plus en plus centré sur les résultats et que donc pour qu'on puisse démontrer que chaque franc investi a pu produire un impact sur le terrain. Donc véritablement notre rôle, le rôle de la Troïka entrante et moi en tant que présidente, c'est de continuer ce dialogue-là et de faire en sorte donc que tous les cadres sectoriels puissent fonctionner de manière adéquate, de sorte que toutes les interventions, tant du gouvernement que des partenaires techniques et financiers, se traduisent par des résultats concrets au sein de la SCAD, qui est notre feuille de route commune, autant pour le gouvernement que les partenaires techniques et financiers. L'installation de la présidente de la Troïka intervient au moment où le gouvernement s'est engagé dans un vaste programme de développement. Je pense que c'est une excellente organisation que nous saluons à sa juste valeur. Du reste, nous sommes très reconnaissants à l'ensemble des composantes donc, de cette Troïka qui participent au développement du Burkina Faso en soutenant l'effort national, en soutenant toutes les initiatives et en améliorant nos politiques par leur apport extérieur du point de vue de ce qu'ils font et de ce qu'ils voient également ailleurs. Donc c'est véritablement un accompagnement positif que nous recevons de cette Troïka et nous saluons donc leur action à sa juste valeur. La Troïka a été instituée pour renforcer le dialogue entre les partenaires et l'État burkinabé en vue d'une synergie d'action pour répondre aux défis du développement. Le partenariat public-privé dans le domaine de la santé promu à travers une caravane panafricaine de la marque Philips. Du Cap au Caire en passant par le Burkina, Philips fait le plaidoyer pour moderniser les systèmes de santé en Afrique, en ligne de mire la prévention de la mortalité maternelle et infantile. Conférences, débats, tables rondes et dîners galas ont servi de cadre de sensibilisation à ces actions de plaidoyer. Jacques Lamissa Tarpaga. Nous sommes à Poix, localité située à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou dans la province de Boulkemdé. Ici, le groupe néerlandais Philips et son partenaire burkinabé Ticomed ont remis au centre de santé et de promotion sociale CSPS un appareil échographe d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Un don qui entend ici contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile dans cette partie du Burkina. Ils font pour la première fois escale au Burkina Faso cette année. Donc, pourquoi ils sont là, c'est en même temps pour échanger avec tous les acteurs de la santé, les décideurs, mais tous ceux qui sont sur le terrain, et apprendre d'eux pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer
même au niveau des produits, ils vont ramener ces idées-là, cette discussion qu'ils ont eue, qu'ils vont ramener pour voir comment il faut faire des produits qui sont mieux adaptés à la population. Pour le maire de la commune et la population bénéficiaire, la disponibilité d'un échographe au CSPS de Poix va permettre de réduire les coûts des évacuations vers les grands centres et de mieux suivre les grossesses. Cet appareil vient en appui d'un ensemble d'infrastructures qui sont entrepris dans l'enceinte du centre médical pour en tout cas renforcer et normaliser ce qui était avant un centre de santé et de promotion sociale. Une autre structure sanitaire à avoir bénéficié d'un échographe de la part de Philips et de Ticomed est le centre médical de Zignaré. Là également, les premiers responsables n'ont pas caché leur joie de disposer de cet outil d'exploration des organes internes. Nous ne disposons pas d'échographie dans notre région. Nous avons 3 CMA dans aucun des CMA, nous n'avons un échographe. Donc vraiment, vous voyez comment c'est vraiment une joie pour nous de posséder celui-là. Et dans la région, toutes les femmes, on pourra les référer ici. Autrement, avant, toutes les femmes étaient référées à Ouagadougou pour faire leur examen et puis revenir. La remise des équipements médicaux à Zignaré, tout comme à Poix, s'inscrivait dans le cadre des activités de l'Escale à Ouagadougou, de la caravane panafricaine du Cap au Caire de Philips. Une caravane dont l'ambition est de sensibiliser les différents acteurs de développement à investir dans la modernisation des infrastructures de santé et dans les énergies renouvelables à travers 18 villes africaines. Voilà, Zignaré et Poix qui engagent déjà donc les bénéfices de ce partenariat entre Philips et son partenaire burkinabé Ticomed. 2 échographes pour chacune des localités estimées à 100 millions de francs CFA. Des équipements qui participent à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant au Burkina. Nous retrouvons toujours Jacques Lamissa Tarpaga pour parler toujours donc de cette caravane organisée par la marque Philips. Comment accompagner efficacement les établissements privés de santé pour un partenariat public-privé? C'est le thème de la conférence débat organisée dans le cadre de la caravane panafricaine du Cap au Caire en passant par Ouagadougou du groupe Philips. La rencontre a réuni plusieurs professionnels de la santé et des acteurs de la société civile burkinabé. Il s'est agi d'explorer les instruments internationaux de financement et de management pour le bien-être des populations. J'ai parlé d'une idée hypothétique où les privés et le public vont travailler ensemble pour un hôpital général pour le traitement du cancer. Il faut que l'État comprenne que le privé est là pour gagner de l'argent. Tandis qu'il faut que le prestataire privé comprenne que l'État veut que tous les patients soient pris en compte, qu'ils soient pauvres ou riches, qu'ils soient très malades ou que c'est plus facile à soigner. Il ressort des échanges que les mécanismes de financement existent pour une meilleure organisation des systèmes de santé en Afrique et le plus grand défi reste la bonne gestion des ressources disponibles. Le partenariat public-privé s'avère donc nécessaire. Les activités au programme de cette caravane ont pris fin par un dîner gala, une soirée au cours de laquelle la première dame Chantal Compaoré a reçu un trophée d'encouragement pour son engagement aux côtés de la mère et de l'enfant. On a pu faire des donations d'équipements d'échographie, notamment à la ville de Poix hier, où toute notre équipe de Philips a participé. Et donc ça, c'était vraiment une des choses qu'on a pu mettre en œuvre avec Ticomed ici, c'était avoir des technologies qui vont aider en milieu rural à améliorer la santé maternelle et infantile. Donc ça, c'était une première chose qui a été vraiment bien faite et un grand succès, je crois, pour nous. Ensuite, on a pu parler à un certain nombre d'intervenants et de spécialistes du domaine de la santé, tant des représentants du gouvernement, mais que des acteurs privés, dans des discussions. Donc un certain nombre de discussions qu'on a eues avec eux autour des objectifs du millénaire pour le développement. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment est-ce que nous pouvons aider? Ça, c'était aussi très positif. Et je crois surtout Philips a des vraies solutions à apporter et qui vont vraiment aider à fermer ce gap. Un appareil échographe a également été remis à la clinique Souka en vue de prévenir la mortalité maternelle et infantile. La prochaine escale de la caravane Philips est prévue en Algérie au mois d'août prochain. Quand la religion va à la rencontre de la tradition, le dialogue interreligieux et des cultures est le fondement de ce détour de la caravane des jeunes pour la paix par le palais du Mogonaba. Ouagadougou, dernière étape, s'est voulu sous l'onction du chef de Mossé du royaume de Ouagadougou pour la consolidation de la paix au Burkina, Nyakiteda. La caravane des jeunes pour la paix chez le Mogonaba. C'est une visite empreinte de conseils et de bénédictions que les caravaniers ont effectué chez l'empereur des Mossé.
Nous savons que Sa Majesté est une personnalité très engagée dans la promotion de l'entente entre les communautés dans la culture de la paix au Burkina Faso ici. Faire une caravane sans passer par le palais du Moro-Naba, nous avions quelque chose d'insatisfait. Et nous sommes bien contents aujourd'hui d'avoir pu rencontrer Sa Majesté, d'avoir écouté les conseils de Sa Majesté et nous remercions Sa Majesté pour cet engagement à soutenir les jeunes pour leurs initiatives dans le cadre de la caravane pour la paix donc dans nos pays respectifs. C'est une initiative louée par l'empereur des Mossé, fervent défenseur des valeurs de la paix et de la tolérance. Et face aux caravaniers, il a surtout insisté sur le dialogue, l'acceptation mutuelle, le pardon, des valeurs essentielles selon lui pour consolider la paix au Burkina Faso. Il y a plein de jeunes, d'ailleurs le thème le dit, caravane des jeunes pour la paix. Il voit aussi qu'il y a de vieilles personnes, il y a des personnes d'un âge avancé, donc certainement des sages qui ne cessent de leur prodiguer les bons conseils, il espère. Donc c'est un message d'encouragement, un message de dialogue, un message de paix, parce que la jeunesse doit être au centre de la construction de la paix sociale au Burkina Faso. Un message fort selon les caravaniers qui estiment que leur passage au palais du Moro-Naba a été enrichissant et devait leur permettre de transmettre les vertus de la paix à travers le dialogue interreligieux. J'apprécie les conseils que le chef nous a donnés parce que c'est le premier responsable de la localité et en tant que musulmans, nous avons beaucoup de considération pour les chefs parce que Dieu nous dit dans le Coran, en nous interpellant, il dit d'obéir en Dieu à son messager et ceux d'entre nous qui détiennent le pouvoir. Ouagadougou est la dernière étape de la caravane des jeunes pour la paix, une initiative de l'Union fraternelle des croyants, IFC Dori, à travers le Centre pour la paix d'Oudaldiam. Et dans la capitale burkinabé, les caravaniers vont parler paix et dialogue avec la jeunesse et les dignitaires religieux. Du 109 pour la Poste, après un départ à la retraite de plusieurs de ses agents, 8 contrôleurs, 14 agents d'exploitation et 35 agents de bureau viendront assurer la relève. Ces 57 stagiaires qui ont bouclé 8 mois de formation à l'École nationale des postes ont reçu leur parchemin ce jeudi à Ouagadougou. Oumou Sissé et Nyakiteda pour le reportage. Après 8 mois de travaux qui a allié pratique et théorie, ces stagiaires de l'École nationale des postes ont reçu leur diplôme de fin de formation. Ce sont 8 contrôleurs, 14 agents d'exploitation et 35 agents de bureau qui sont mis à la disposition de la Société nationale des postes du Burkina, Sonapost. Les ressources humaines constituent aujourd'hui une ressource rare au niveau de l'entreprise. Beaucoup sont partis à la retraite depuis quelques années. Donc nous attendons de plein pied, en tout cas, ces jeunes-là qui viennent de sortir de l'école, qui vont apporter naturellement un plus de travail qu'ils font. La promotion 2012-2013 de l'École nationale des postes a choisi pour parrain le directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Je peux vous conseiller à mes filles de savoir se maîtriser, d'être toujours disponible, de faire preuve de disponibilité vis-à-vis de la clientèle, de toujours rehausser l'image de la Sonapost et d'être intègre dans le travail. Dans un monde en perpétuelle mutation, la Société nationale des postes doit faire face à la concurrence des technologies de l'information et de la communication. Et ces nouveaux diplômés se disent alors prêts à apporter leur expertise pour faire de la Sonapost une société performante. À Goursi, vacances riment avec formation. Ainsi est né l'UNIC, les universités citoyennes du Nord. L'objectif est de renforcer l'implication des jeunes dans la gestion des affaires publiques locales et de les former au civisme et à la citoyenneté. Une soixantaine de jeunes des classes de première et de terminale de la région du Nord prennent part à la première édition de ces universités citoyennes. Oumou Sissé, Jacques Lamine Satarpaga. Une soixantaine d'élèves de la région du Nord à l'école de la promotion des droits humains. Les élèves, pour la plupart en classe de première et de terminale, vont être formés pendant un mois sur le civisme et la citoyenneté. Travaillons sur des âmes sensibles qui sont les enfants. Nous pensons qu'au retour, d'abord, ils vont influencer leurs camarades de classe. Ils vont essayer de donner des informations à leurs collègues, à leurs pairs qui n'ont pas eu la chance de participer à ces universités citoyennes. Et ces enfants également viennent des familles. Alors, nous allons leur demander, et c'est même ce qu'ils ont pris comme engagement, d'avoir un comportement responsable en famille, dans la société et au niveau de l'école.
Cette campagne des universités citoyennes est une première. Elle est placée sous le thème « Rôle et place d'une jeunesse scolarisée et citoyenne dans un état de droit ». Le problème du civisme se pose toujours parce que beaucoup de Burkinabés aujourd'hui pensent que pour montrer qu'on existe en tant que citoyen, il faut détruire ce que l'État construit. C'est une opinion qui est largement répandue au niveau de la jeunesse qui pense que l'affirmation publique, l'expression citoyenne doit se faire dans la violence. AMR, avec cette expérience, montre qu'il y a d'autres canaux à travers lesquels les jeunes peuvent être conscientisés, responsabilisés sur la manière la plus adéquate de s'exprimer en tant que jeune dans un état de droit, de se faire comprendre. Des actes d'incivisme sont de plus en plus récurrents à travers le pays selon l'association Monde Rural et l'organisation de ces universités citoyennes sont un moyen de cultiver le civisme et susciter un comportement citoyen au sein de la jeunesse scolarisée. Le temps de la moisson pour les meilleurs élèves du BAM, 10 jeunes filles scolarisées de la province ont reçu des primes d'encouragement, une émulation rendue possible grâce à un projet d'appui à la scolarisation des filles porté par l'association Zodnoma. Cette année, 300 jeunes filles ont bénéficié de l'appui du projet financé par des partenaires Kideda. Elle s'appelle Pasekba Sawadogo, élève en classe de CM1. Avec une moyenne annuelle de 9,49, elle fait partie des meilleurs élèves de la province du BAM. Pourtant, elle aurait pu ne même pas avoir l'opportunité d'aller à l'école sans l'appui que ses parents ont eu grâce à l'association Zodnoma. À travers le projet d'appui à la scolarisation des jeunes filles, financé par la Deutsche Hungerhilfe et la Fondation Touarez, l'association Zodnoma a pu accompagner les parents de 300 jeunes filles dans leur scolarité dans la province du BAM. Pour les encourager à poursuivre leur scolarisation, les 10 meilleurs élèves ont reçu des primes. La jeune fille, elle est d'abord la mère de l'homme. Elle est l'épouse de l'homme. Elle est tout pour l'homme. Donc si une fille est bien éduquée, bien entretenue, elle est la première responsable de la famille. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut aider les filles dès leur bas âge, surtout les filles démunies, parce qu'on ne peut pas aider toutes les filles, mais il faut penser aux filles démunies. Des vélos pour leur déplacement, des fournitures scolaires et une lampe, ces 10 meilleurs élèves ont déjà de quoi repartir à l'école en octobre prochain. À travers leurs représentantes, elles ont promis de ne pas décourager les donateurs. Mais elles souhaitent cependant que cet accompagnement du projet perdure. Vu que le projet nous a permis d'avoir la joie dans nos cœurs, de travailler dans de bonnes conditions, nous allons vous demander, M. Gorel, lorsqu'il sortira. Présent à cette cérémonie, le président fondateur de Touarez, un des partenaires financiers, répond à la demande. Nous avons déjà travaillé cette semaine avec les différentes écoles, les différentes associations. On a évalué le projet et nous allons continuer l'année prochaine. À travers le même projet, les mères des 300 filles parrainées ont reçu une subvention de 55 000 francs CFA pour commencer des activités génératrices de revenus. Cela dans le but d'assurer la relève du financement de la scolarité de ces jeunes filles. Oui, me voici. C'est ainsi que Hilarion Moukoro a répondu à l'appel du Christ pour servir Dieu et l'Église de famille du Burkina. L'ordination presbytérale a eu lieu ce week-end à Nouna, témoin de l'engagement de ce nouveau pasteur, les fidèles catholiques du diocèse de Nouna, ainsi que de nombreux parents et amis qui ont exprimé par des chants, prières et louanges leur gratitude à Dieu. Widia Rokiasanou, reportage. Devant l'Église et devant ses frères ici réunis, Hilarion Moukoro répond présent à l'appel du Seigneur et s'engage à le servir fidèlement tout au long de sa vie. Paré de ses attributs de prêtre, le nouvel abbé dit entamer avec confiance ce ministère où don de soi, chasteté et service sont les maîtres mots. C'est le Seigneur qui m'a appelé et c'est à lui encore que je me retourne pour confier cette mission qu'il m'a confiée auprès de mes frères. Il est le seul appui sur lequel je peux compter pour cette mission et où je suis. Le seul mot que je peux dire, c'est de rendre grâce à Dieu. Avec lui, c'est toute la famille diocésaine de Nouna qui rend grâce et prie pour que ce nouveau prêtre vive pleinement sa vocation en observant fidèlement les exigences du sacerdoce. Ces exigences doivent le conduire à une imitation toujours plus proche du Christ. Le Christ qui s'est montré serviteur, dans l'humilité, ouvert et qui a témoigné vraiment envers tous
l'ouverture, celle même de Dieu, pour accueillir tout le monde. Et dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, la réception de ces sacrements que le Seigneur lui-même nous donne, il trouvera toujours la force pour rester fidèle. Abbé Hilarion Mukoro fait son entrée dans le cercle des prêtres après des années d'études en théologie et des stages préparatoires. À 33 ans, il a désormais en charge la paroisse de Sanaba dans la province de la Kossi. L'intégration célébrée à Pau au menu des festivités, des activités socio-culturelles sur les prestations des troupes traditionnelles avec un accent tout particulier sur les prestations des troupes traditionnelles, donc et la parenté à plaisanterie, un moment de communion et de partage qui a aussi permis de renforcer les liens séculaires qui unissent le peuple de la haute région du Ghana et du centre-sud du Burkina. Abdelaziz Yagibou. Démonstration de pouvoir mystique, pas de danse au son des flûtes et tam-tams du pays Kassena. Une ambiance au top pour entamer matinalement dans la cour royale de Pau les journées qui célèbrent l'intégration des peuples de la haute région du Ghana et de la région du centre-sud au Burkina. Deux peuples qui partagent la même frontière, les mêmes langues mais aussi les mêmes coutumes. Des liens séculaires et historiques, gage d'une coexistence pacifique qu'il convient d'enrichir à travers des activités comme celle-ci. Une manifestation dénommée en langue kassena Obu Tchandia qui signifie fête de la fraternité, autour de leur majesté Pau Père, chef de Pau, et Paga Père, chef coutumier de Paga, première ville du Ghana voisin, juste après la frontière. Les différentes communautés conviées ont donné à voir chacune un riche pan de sa culture. Kassena, Nankana, Peul, Moussi, Bissa, etc. Les ethnies cohabitant dans cette région sont diverses, certes, mais la fibre fraternelle est bien là. Une richesse que l'association Fangadari, initiatrice de l'événement, entend fructifier à travers la promotion d'activités culturelles. Et pour réussir sa mission, la structure associative dit compter sur les conseils et l'accompagnement des leaders religieux et des garants de la tradition. Entre nos deux peuples, ce sont des liens de fraternité si chers que nous devons œuvrer à consolider. Et nous, les autorités coutumières, nous louons ce genre d'initiative qui nous rapproche davantage. Nous souhaitons à tous bonne santé et longue vie afin de continuer à entretenir cette flamme de la fraternité et de l'amitié. Ces journées, placées sous le signe de la culture de la paix, avaient aussi au programme des présentations de mets par communauté, la parenté à plaisanterie, ainsi que des activités sportives. Entre eux, ils se font appeler des jouteurs et portent la parole sur les planches dans un registre nouveau qu'ils entendent vulgariser sous le label d'improvisation de théâtre. Une ligue du même nom est porteuse du projet arrivé à maturité avec une première prestation d'exhibition intervenue ce vendredi. Voici pour vous les premiers pas du théâtre d'improvisation avec Nathalie Savadougou. Improvisation comparée et un titre. Qui applique voilà. Nombre de shooters illimité. Catégorie libre. Timing 4 minutes. Concertation 45 secondes. Rassurez-vous, vous n'êtes pas à un match de football, mais plutôt à un match d'improvisation de théâtre. L'improvisation théâtrale est une nouvelle forme de théâtre qui met en compétition deux équipes composées de 6 acteurs, 3 filles et 3 garçons, appelés dans leur langage théâtral des jouteurs. Le match consiste à tester la capacité de créativité et de mise en scène des équipes en compétition. Le public est le jury. C'est un sport théâtral, culturel qui met en confrontation deux équipes composé de 6 personnes, 6 jouteurs, 3 filles et 3 garçons qui s'affrontent autour des thèmes. L'arbitre tire au sort un thème et il cite ces thèmes-là aux jouteurs et les jouteurs ont 45 secondes
pour présenter ses jouteurs, monter un scénario dans les 45 secondes et jouer. Et le public, à partir de ces scénarios, donne l'approbation en votant l'équipe de son choix, l'équipe qui a gagné. Le match d'improvisation a commencé depuis 1977 au Québec. Avec le temps, le mouvement s'est répandu en Europe. De nos jours, il existe plus de 50 ligues professionnelles en Europe. L'Afrique n'en possède que 4, à savoir la République démocratique du Congo, le Maroc, le Bénin et dernièrement le Burkina Faso. Mais quelle est la différence avec le théâtre classique? La différence, c'est au niveau même de l'organisation. Nous avons un arbitre qui veille à ce que le déroulement du jeu soit respecté. Il a ses 2 assistants arbitres et nous avons des jouteurs qui sont en maillot. Et chaque joueur a un maillot portant son nom derrière avec un numéro. Il y a déjà beaucoup de différences au niveau de l'organisation même. Le théâtre se joue sur une scène devant un public, mais le match d'improvisation se joue sur une patinoire et le public entoure la patinoire. Il y a des jouteurs qui sont respectés et il y a les normes, le même nombre de personnes, 3 filles, 3 garçons, et c'est ce qui différencie un peu au théâtre. Si au football il y a des arbitres, l'improvisation théâtrale, en plus des arbitres, il y a des coachers. Mon rôle a été de coacher un peu mon équipe, essayer de les préparer un peu à tous les thèmes qui ont été donnés, essayer de comprendre un peu tout ce qui est donné et en fonction de tout ça, lancer tout un chacun. À chaque thème, on essaie de voir qui peut jouer mieux ce thème par rapport à l'autre. Et en fait, le rôle du coach, c'est un peu ça. Vous voyez le thème, vous voyez qui a la capacité de traiter facilement ce thème et vous essayez de placer un peu comme ça vos jouteurs. Ces jeux offrent beaucoup d'opportunités aux jouteurs. Sur le plan mental, cela permet l'éveil des esprits. Ça aide aussi au niveau des études, car ça nous permet, surtout en français, philo, d'avoir des idées plus larges et d'être vraiment dans le sujet, comprendre plus vite le sujet et finir peut-être même avant les autres élèves. C'est merveilleux parce que vraiment ça nous fait voyager et encore ça nous permet en tout cas de se libérer et à découvrir beaucoup de personnes, beaucoup de personnages et puis voilà, ça règle en fait l'humeur, quoi. Pour un premier match d'improvisation à Ouagadougou, les Burkinabés apprécient. Vraiment, on s'est réjoui d'assister à ce match et on a constaté qu'ils avaient quand même un grand esprit d'improvisation comme le jeu l'indique et ça nous a permis de voir qu'on a des talents, on a du talent ici. On a du talent qu'il faut accompagner, qu'il faut encourager pour qu'ils puissent nous représenter dignement hors du pays. C'est de l'improvisation et je pense que cette improvisation nous a permis aujourd'hui de détecter de nouveaux talents. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut encourager. J'ai été surpris en 3 mois de formation de voir des jeunes qui ont l'amour du cinéma, l'amour du jeu d'acteur. Vous savez, ce n'est pas évident de montrer son naturel à l'écran. Et là, aujourd'hui, ils viennent de nous démontrer qu'ils sont en mesure de le voir. J'ai déjà pris contact avec leurs responsables parce qu'il y a quand même quelques-uns qui se sont dégagés dans le lot et probablement ne soyez pas surpris de les voir en tout cas très prochainement dans nos prochaines productions nationales burkinabées. La Ligue d'improvisation du Burkina est ouverte à toute personne se sentant capable de jouer le jeu. Elle compte à court terme implanter d'autres ligues à Ouagadougou et dans un temps record à Bobo-Dioulasso et à Waïdia. Des planches à la scène musicale où nous retrouvons Domba Sanou à Bobo-Dioulasso. L'artiste musicien est un joueur émérite de kora, une kora à 3 manches qu'il a lui-même fabriquée. Découvrons donc l'artiste avec Évariste Kombari. Lorsque Domba Sanou se met à jouer de la kora dans son quartier à Bobo-Dioulasso, il est tout de suite envahi par une nuée d'enfants. Domba Sanou est issu d'une famille d'artistes, mais contrairement à ses aînés, et contre toute attente, il a choisi la kora. La kora est un instrument que l'on rencontre dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, cet instrument se rencontre dans la partie ouest du pays. À l'origine, la kora compte 21 cordes, mais on en trouve de 22.
Traditionnellement, une kora comporte 21 cordes, mais le maître, le suprême, Toumani Diabaté, lui, il préfère souvent 22 cordes, parce que ça lui permet de faire plusieurs choses à la fois avec beaucoup de personnes et tout. De nos jours, il faut évoluer pour pouvoir égaler les autres instruments tels que le piano, tels que la guitare, tels que les jazzmen américains et européens. Domba a ceci de particulier qu'il a consacré plusieurs années à fabriquer une kora à 3 manches. Cet instrument s'appelle Tiekora. C'est tiré de la kora. C'est une transformation de la kora. Moi, j'apporte quelque chose sur la kora et sur ça, sans autant détériorer l'image de la kora. Notre joueur de kora dit à qui veut l'entendre que son instrument est sa première femme et son épouse, Madame Sanou, n'est pas jalouse. Je suis venu le trouver dans la kora, c'est sa première femme, il me dit chaque jour ça, c'est ma première femme, tu es la deuxième. Et j'ai accepté ça. Souvent il me dit, bon je suis dans tel coin, envoie-moi ma kora. Je prends les gens me regardent, cette femme-là elle joue la kora ou bien? Je dis non, c'est mon mari qui joue. Pour Domba Sanou, la kora est toute sa vie. C'est l'instrument qui, dit-il, me procure tous mes revenus et ma joie de vivre. Le challenge était d'aller plus vite, plus haut. Sur la ligne de départ, 300 athlètes avec à l'arrivée un vainqueur, Séverin Ouedraogo du régiment de sécurité présidentielle. Il a parcouru les 21 km et gravi les 447 mètres du pic Naouri en 1h26. Les temps forts de cette 5e édition de Altitude Naouri avec Lassina Savadougou. Ils étaient 300 à prendre le départ de la place d'Armes ce samedi matin. Cette année, les concurrents nous viennent du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France et bien entendu du Burkina Faso. Au menu, les 21 km du semi-marathon avant les 447 mètres d'ascension. Très vite, après un tour dans la ville, cap est mis sur la route nationale numéro 5. Lentement mais sûrement, les plus aguerris vont se distinguer. Au nombre de 6 dans un premier temps, le groupe de tête va se réduire à 4, puis à 3 et à 2 au moment d'aborder le dernier virage vers le pic. Séverin Ouedraogo et Oumar Koulibaly font la course en tête. Les 2 militaires du groupement central des armées et du régiment de sécurité présidentielle arrivent ensemble au pied du pic. Les 447 mètres d'ascension seront gravis en premier par Séverin Ouedraogo en 1h26 minutes 28 secondes. Oumar Koulibaly arrive au sommet en 1h27 minutes 53 secondes. Valentin Kouakou de la Côte d'Ivoire est 3e. Ils sont nombreux au prix d'efforts, à la limite souvent de la rupture, pour accéder au sommet du pic. D'autres, malheureusement, resteront à quai. Chez les filles, c'est Ifonti Odette du Bénin qui arrive la première au sommet du pic. Elle est suivie par Mamou Banoro, vainqueur de l'année dernière. Les différents lauréats seront récompensés et le premier empoche la somme de $1000 US. J'ai pu noter que les athlètes avaient chacun vraiment le second souffle. Chacun a pu trouver la 25e heure, surtout les 2 premiers, pour pouvoir atteindre le sommet. C'est extraordinaire. Ça fait 5 ans que nous relevons le défi de l'organisation, 5 ans que nous avons des partenaires qui croient en nous, qui nous appuient, 5 ans que les athlètes aussi adhèrent à l'esprit Altitude Naouri, dont le slogan est « Plus haut, plus vite ». Donc nous avons beaucoup d'ambition pour cette compétition, nous voulons y arriver plus haut et plus vite, avec bien sûr la complicité de tous ces partenaires. Nous ne doutons pas que la 6e édition aura lieu. Et on dira dans quelques instants qu'on est à la 10e édition sans se rendre compte. La fête dans le village de Naouri a été totale entre athlètes, autorités et population. Rendez-vous a été pris pour l'acte 6 de Altitude Naouri. À suivre en direct juste après ce journal, la remise des prix aux lauréats de Altitude Naouri.
Voilà, c'est la fin de ce grand journal, la fin aussi d'une grande aventure pour moi. C'est le moment de vous dire au revoir. Vous le savez peut-être déjà, je pars vers de nouvelles aventures. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends congé de vous, chers téléspectateurs. À vous, mes fans qui m'avaient accompagné, porté, soutenu pendant 20 ans de présence à l'antenne, dont 16 au journal télévisé. Je vous remercie de votre soutien et de votre confiance. À vous, chers collègues, journalistes, caméramans, réalisateurs, toute la chaîne de production du JT, je vous dis merci pour votre précieuse collaboration. Et comme on ne fait jamais un travail public sans offenser, à ceux que ma présence à l'antenne aurait gêné d'une manière ou d'une autre, je vous demande humblement pardon. Voilà, Madame, Messieurs, tous les départs dans la vie ont toujours eu leur mélancolie, comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir. Je ne quitte pas la RTB où j'ai fait mes premières classes dans le journalisme. Je prends du champ, car seuls les étrangers voyagent. Je vous porte dans mon cœur et dans mes pensées. Et comme le dit une sagesse de chez nous, la vache ne dit jamais adieu à la rivière, car elle espère y revenir. L'avenir appartient à Dieu. En attendant des jours plus sages, je souhaite le meilleur pour chacun et chacune d'entre vous, sans exception. Allez, laissons les destins s'accomplir. Bonne soirée à tous.